Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire des rendez-vous d'experts portant sur l'attractivité. Donc c'est une première sur l'organisation de ce webinaire, puisque le webinaire est co-organisé par les éditions territoriales et par le réseau RENET, le réseau national de l'économie territoriale. Donc on expérimente une formule partenariale pour parler d'attractivité. Voilà, on a mis un sous-titre ou en tout cas un complément de titre sur l'innovation en matière d'attractivité, en tout cas la question de la nouvelle donne, parce qu'effectivement, Guillaume Gady, qui va intervenir ensuite, apportera des éléments sur les évolutions qu'on peut remarquer ou observer sur les territoires en matière de priorité donnée aux questions d'attractivité territoriale. Voilà, et donc pour ce temps d'échange qui va durer 1 heure, on va passer 1 heure ensemble, avec l'intervention de Guillaume Gady, qui va se présenter rapidement, mais qui est cofondateur, directeur général d'Ancoris, membre des RENET. Il est également auteur au sein du guide du développeur aux éditions territoriales. Un petit mot peut-être, Guillaume? Oui, bonjour, merci Didier. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Je confirme juste pour être sûr. Ok, parfait. Oui, donc, je suis Guillaume Gady, dirigeant d'Ancoris. Donc, Ancoris, on est une société spécialisée en accompagnement des territoires et des entreprises dans tout ce qui va être stratégie de développement territorial et notamment détection de projets d'investissement, d'où la publication de ce baromètre de l'attractivité des territoires depuis maintenant 5 ans, avec un élargissement de ce baromètre cette année qui comprend une enquête auprès de plus de 250 collectivités pour aussi prendre le pouls de leurs besoins, de leurs enjeux, de leurs défis sur les thématiques d'attractivité au sens large. Merci beaucoup, Guillaume. Nous avons également donc participants et intervenants dans le cadre de ce webinaire invité, un territoire témoin. Merci à lui, merci à Florent Thévenin, qui donc, est directeur général adjoint en charge du développement économique, de l'emploi, du tourisme chez Grand Soissons Agglomération. Et donc, Florent va nous apporter un éclairage très concret de sa vision des questions d'attractivité. Il réagira aussi aux éléments de l'enquête et du baromètre que va présenter Guillaume Gady tout à l'heure, de manière à voilà, voir un petit peu quel est le contrepoint, en tout cas l'éclairage d'un territoire par rapport à cette présentation. Peut-être un mot, Florent, sur oui, bonjour à toutes et à tous. Merci aux éditions territoriales et au RENET d'avoir proposé cette participation. En 2 mots, le territoire du Grand Soissons, c'est une collectivité qui pèse un peu plus de 52 000 habitants dans un bassin de 110 000 habitants. Et depuis 10 ans, donc, j'opère sur le territoire avec aujourd'hui la charge du développement économique, de l'emploi, du tourisme et du commerce, donc une équipe de 23 personnes. Donc, j'aurai l'occasion de vous redonner quelques éléments pour comprendre quel est notre territoire, comment il se situe, et notamment pour répondre par rapport aux enjeux qu'on évoquera tous ensemble ce matin. Merci beaucoup. Alors, quelques précisions sur notre fonctionnement dans le cadre de ce webinaire. Vous pouvez évidemment réagir, mais par écrit dans le cadre du chat qui est proposé par la plateforme GoToWebinar. Donc, on vous explique un peu dans cette slide comment faire. Vous pouvez activer le module de saisie et puis saisir votre question. Les questions vont être regroupées et ensuite on aura des temps où je les mettrai un petit peu en discussion, mais on essaiera effectivement de les regrouper par thématique à certains moments de notre échange. Voilà, donc merci en tout cas de contribuer au fur et à mesure, soit pour demander des précisions sur les éléments de présentation qui vous seront faites, soit pour aussi aborder d'autres sujets. Je précise aussi qu'on a déjà eu en amont des inscriptions, en tout cas pendant les inscriptions, quelques questions que je pourrais reprendre aussi tout à l'heure et que j'aborderai. Voilà, donc ça c'est pour la partie contribution de votre part. Évidemment, on n'active pas les micros ni les caméras des participants parce que vous êtes trop nombreux pour ça. Mais par contre, on prend avec plaisir et grand intérêt
les remarques ou les questions que vous voudrez bien poser. On essaiera de traiter le maximum d'entre elles. Un petit exercice qu'on vous invite à faire au démarrage de ce webinaire, histoire de prendre un peu le pouls de votre perception de ce que vous inspire l'attractivité territoriale aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller sur votre téléphone ou sur votre ordinateur sur la plateforme wooclap.com, hein, l'adresse est indiquée. Vous saisissez le code de l'événement qui vous permet de pouvoir inscrire des mots-clés. Voilà, en un mot ou en un petit groupe de mots, ce que vous pensez être représenté, l'attractivité territoriale pour vous aujourd'hui. Voilà, vous pouvez aussi évidemment scanner le code barre. Je le laisse quelques instants, le temps que vous puissiez saisir les informations et renseigner. Et puis, en termes de timing, donc là, des présentations qui viennent d'être faites, on va avoir une rapide présentation des résultats du baromètre qui va être faite par Guillaume Gady. Hein, c'est une enquête nationale, je le rappelle, Ancoris 7, auprès des collectivités sur l'attractivité de leur territoire. Donc, on aura ensuite une intervention de Florent Thévenin en réaction hein, par rapport à cette présentation. Et ensuite, on aura des temps d'échange entre nous avant que Guillaume et Florent puissent également revenir un petit peu sur nos échanges et tracer quelques perspectives. Voilà pour le timing. Donc, je propose qu'on attaque sur la présentation des résultats du baromètre 7 Ancoris. La parole est à toi, Guillaume. Oui, je vais activer mon micro. Merci pour l'intro, Didier. Comme je disais, oui, ce baromètre de l'attractivité des territoires, donc portant sur les chiffres de l'année 2023, a été réalisé en collaboration avec le groupe 7, hein, qui est une filiale de la Banque des Territoires. Il vise à analyser les deux côtés. Côté évidemment des investissements portés par les entreprises dans les territoires. Donc, il faut savoir que nous, ça fait un peu plus de 25 ans qu'on travaille aux côtés de collectivités pour détecter des projets d'investissement. Et donc, on trace très bien nos données depuis une grosse dizaine d'années. Et donc, c'est à partir de 2019 qu'on a décidé de lancer ce baromètre justement pour mesurer les dynamiques d'investissement dans les territoires. Et c'est vrai que comme on travaille aux côtés des collectivités quotidiennement, on avait aussi une envie de mesurer le retour, le ressenti et d'objectiver tout ce qu'on peut entendre par ailleurs auprès des collectivités. Donc, on a augmenté cette année le baromètre avec une enquête auprès des collectivités. Donc, c'est un peu plus de 250 collectivités qui ont répondu à la quinzaine de questions qu'on me posait dans le cadre de l'enquête. Et en parallèle, on a eu des éclairages aussi d'acteurs référents un peu sur le marché avec le président de l'ADEME, avec le directeur général de Business France, avec un entretien avec Charles Rodwell, qui est un député qui a apporté un rapport sur l'attractivité des territoires, et puis aussi avec Sébastien Martin, qui est le président de l'Intercommunalité de France, pour avoir un retour aussi un peu plus global sur le positionnement des territoires. Donc, je vais revenir dans la présentation des résultats. Oui, je vais revenir sur les chiffres un peu rapidement, et puis le document fait une quarantaine de pages, donc on a essayé d'en faire la synthèse. C'est pas une évidence pour nous. En tout cas, le premier point qui est ressorti dans l'analyse des dynamiques de projets d'investissement qu'on a pu identifier en 2023, c'est que malgré ce qu'on avait pu imaginer en début d'année avec la hausse des taux, l'incertitude géopolitique et puis aussi l'inflation, notamment sur les coûts énergétiques, on n'est pas sur un marché qui s'est réduit fortement en 2023. Sur la droite de l'écran, vous voyez les chiffres depuis 2019 qu'on retrace. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la dernière année de référence, en tout cas qu'on considère comme une année de référence sans impact majeur depuis le Covid, c'était l'année 2019, et l'année 2023 se situe au-dessus de ces taux-là, sachant qu'on va compartimenter l'analyse des chiffres
à travers plusieurs grandes familles, les projets tertiaires, les projets industriels, des projets logistiques, projets artisanaux aussi, en tout cas d'artisanat plus spécifiquement. Et c'est vrai qu'en 2023, on a une hausse toujours, nous, des projets d'implantation industrielle qui ont été identifiés par rapport à l'année dernière, sachant que entre 2020 et 2021, et même toujours sur 2022, on avait une accélération très forte du nombre de projets industriels qui pouvaient émerger sur le marché. Donc ça, c'est la première dynamique, c'est qu'on est sur un marché qui est plutôt en stabilisation et qui a été assez résilient, avec quasiment un quart des projets identifiés qui sont des projets purement industriels. Sur le deuxième point qui vient sur la slide d'après, et là c'est plutôt sur le pendant collectivité qu'on se concentre, c'est que l'ensemble des collectivités qui ont répondu, donc 257 pour être très exact si je ne me trompe pas, à l'enquête, plus de 90% des collectivités qui ont donc répondu considèrent que l'attractivité reste un sujet prioritaire pour leur territoire. Alors ça, c'était honnêtement un peu une surprise, parce que c'est vrai qu'on entendait beaucoup, soit dans les médias, soit dans certains territoires, dans certaines conférences, que l'attractivité n'était plus un sujet, ou était moins un sujet qu'auparavant. Donc quand on parle d'attractivité, on parle d'attractivité au sens large du terme, c'est-à-dire ça englobe évidemment l'attractivité économique, ça englobe aussi les activités liées à l'économie présentielle, donc les activités touristiques, les services tertiaires de proximité, les commerces de centre-ville, sont des sujets qu'on va traiter et aborder, et évidemment l'attractivité résidentielle. Donc on voit que malgré ce qu'on peut entendre, c'était aussi intéressant de faire cette enquête, parce que les territoires ayant répondu à l'enquête nous précisent que l'attractivité reste un sujet important, et notamment sur le volet résidentiel, ou en tout cas pour capter des ressources humaines qui peuvent justement alimenter le tissu économique. Mais je crois que Florent, je vais pas, reviendra sur le sujet à l'échelle du Grand Soissons. C'est ça qui est important. Alors ça fait le lien avec le troisième point, d'une certaine manière, ou ce qu'on verra sur la slide d'après. Alors moi, je crois que j'ai un petit décalage sur le passement des slides, mais on a deux freins majoritaires dans l'implantation des entreprises, en tout cas sur l'attractivité des territoires. Alors, Didier, si tu veux bien passer à la slide d'après, c'est parfait. Merci. Donc, deux freins principaux. Alors, c'est là où c'est intéressant de le faire en miroir, c'est que les entreprises et les collectivités nous disent sensiblement la même chose sur les freins qu'elles rencontrent à l'implantation d'activités ou au développement d'activités dans les territoires. C'est le premier, la disponibilité foncière ou la disponibilité d'offres d'accueil immobilière pour les projets de développement ou d'implantation des entreprises. C'est un point qui est vraiment central aujourd'hui dans les discussions qu'on peut avoir avec les développeurs territoriaux. Et le deuxième point, c'est les difficultés de recrutement qui ressortent fortement et depuis très longtemps. C'est vrai que c'est un phénomène qui s'est généralisé à tous les secteurs d'activité. Et que il y a quelques années en arrière, quand on posait ces questions-là, ça concernait quelques familles de métiers. Plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que ça concerne vraiment l'ensemble des familles de métiers, ou quasiment l'ensemble des familles de métiers. J'évoquais l'économie présentielle, mais par exemple dans le tourisme, dans les commerces de centre-ville, il y a des difficultés à recruter. C'est très vrai aussi dans l'industrie depuis longtemps, mais aussi sur des fonctions tertiaires où le Covid a fait son œuvre d'une certaine manière, et où on se rend compte qu'il y a des difficultés de recrutement dans ces activités-là aussi. Et donc, ça fait le lien avec ce que je disais par rapport au point 2, c'est qu'aujourd'hui, le métier du développeur territorial, en tout cas ce qu'on a ressenti dans l'enquête, aussi ce qu'on ressent dans les échanges avec les territoires, il a énormément évolué, et très vite, et il doit encore évoluer. C'est-à-dire qu'on doit travailler sur les enjeux fonciers
de long terme, on doit travailler sur notre activité résidentielle parce que justement, ça vient alimenter et l'économie présentielle et l'économie productive sur le territoire. Et c'est tous ces enjeux-là qui se cristallisent ensemble au même moment. Et le bon point, si on veut être un peu optimiste, parce qu'on a quand même 88% des territoires qui ont répondu à l'enquête qui nous disent être optimistes justement sur le développement de leur territoire, c'est que et les entreprises et les territoires se retrouvent sur ces freins et sur ces enjeux-là. Donc, quelque part, ce qu'on se dit, pour le dire simplement, c'est que si tout le monde a le même problème, on a besoin de le traiter et on va le traiter tous ensemble. Et c'est ça qui laisse un peu penser à l'optimisme. Alors après, il y a un résultat qui nous a un peu surpris aussi. C'est que dans les propositions qu'on faisait sur qu'est-ce qui vous pousse à être optimiste en tant que territoire, il y avait 11 propositions. Celle qui est arrivée en dernière, c'était la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, a priori, ne serait pas un critère dans ce qui ressort auprès des territoires sur le fait qu'ils puissent être optimistes pour le développement de leur territoire. Donc, il y a peut-être aussi un peu de travail, de pédagogie à faire sur ce sujet, en tout cas de ce qui ressort de l'enquête. Le quatrième point pour conclure sur les résultats du baromètre, et normalement je tiendrai le timing, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est très vrai et ça ressort beaucoup dans les projets que j'évoquais tout à l'heure, les projets d'implantation considérés comme très stratégiques par les collectivités sont 80% des projets industriels. Donc 80% en fait des territoires qui ont répondu à l'enquête disent nous, comme c'est un projet industriel, c'est très stratégique. 77% des territoires nous disent c'est quand ça crée de l'emploi et à 62% parce que soit c'est l'impact que peut générer le projet au niveau territorial, sous toutes ces dimensions globales. Quand on parle d'impact, on ne parle pas uniquement d'impact environnemental. Et aussi des activités souveraines qui sont beaucoup ressorties. Alors là, c'est à la fois lié au Covid et au contexte géopolitique sur lequel je vais pas m'étendre parce qu'on n'aura pas le temps. Mais c'est vrai que ces dimensions-là d'emploi, d'industrie et si on l'élargit d'industrie verte, ressortent énormément dans les souhaits des collectivités en termes de sélectivité des projets qu'elles souhaitent attirer. Et c'est ça le vrai changement de paradigme depuis quelques années. C'est que quand bien même on a des collectivités qui considèrent encore l'attractivité économique comme un sujet, l'attractivité au sens large comme un sujet prioritaire, on se rend compte et on le voit et on travaille en ce sens-là avec elles sur le fait que c'est plus n'importe quel projet, plus à n'importe quel prix, notamment pour des considérations de consommation foncière, je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi parce qu'il faut que ça ait du sens dans la politique publique globale qui est développée à l'échelle du territoire. La bonne nouvelle aussi dans tout ça, c'est que les entreprises ont pris le pli de cela. En 2021, quand on détectait les projets d'implantation, 3% d'entre eux, et c'était même 1% en 2020, 3% d'entre eux en 2021, ça avait nous démontrer factuellement qu'ils avaient une certification, qu'ils avaient intégré des considérations fortes au niveau environnemental ou social dans leur projet d'implantation ou dans leur stratégie corporate. En 2023, c'est 22% des projets. Donc, ça montre qu'il y a une évolution forte et rapide sur ce sujet-là. Alors, on peut le voir comme ça, et on peut le voir aussi en disant il y en a quand même encore 4 sur 5 quasiment qui n'arrivent pas à le démontrer factuellement, qui sont encore dans l'intention, qui n'ont pas réussi à obtenir des certifications, à avoir des labels, à avoir l'égalité salariale homme-femme, par exemple, parce que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte dans les critères d'analyse qu'on peut poser, ou qui vont avoir des difficultés à travailler avec des sous-traitants locaux, etc. Donc ça, c'est vraiment il y a une vraie prise en compte, mais il y a encore énormément de chemin à parcourir. Et on sent que l'envie est très forte au sein des collectivités en termes de sélectivité de ces projets, que ce soit des projets endogènes ou exogènes, hein, d'ailleurs. C'est pas uniquement de l'exogène dont on se parle quand on traite la question des collectivités. Mais malgré tout, il y a une belle évolution et rapide sur ces sujets-là aussi au sein des entreprises. Il y a quand même un point qui est important, c'est que quasiment une collectivité sur 2 qui a répondu à l'enquête aujourd'hui, elle est prête à refuser un projet d'implantation, qu'il soit endogène ou exogène, sur son territoire,
si la qualité environnementale du projet ou de l'entreprise n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est un vrai marqueur fort qui a évolué fortement, pardon, ça fait 2 fois fort dans la même phrase, sur ces dernières années. Voilà pour les résultats très rapides du baromètre Didier. Merci, merci Guillaume d'avoir respecté le timing et présenté de manière effectivement très synthétique ce baromètre. On vous mettra à la fin du document le lien pour télécharger l'ensemble des 40 diapos ou slides, présentation des éléments du baromètre. Mais en attendant, je vous propose qu'on écoute Florent Thévenin. Florent, est-ce que les éléments qui viennent d'être présentés, que ce soit en termes d'enjeux pour le territoire, que ce soit en termes de freins identifiés, que ce soit en termes de critères posés par la collectivité, en termes d'impact de ce que l'attractivité peut générer, est-ce que le Grand Soissons se retrouve dans ces éléments-là et si oui ou sinon d'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait illustrer de manière plus concrète certaines orientations qui viennent d'être présentées? Merci Guillaume, merci Didier pour la transition et puis pour l'exposé. Comme je l'évoquais au tout début, peut-être pour redonner quelques éléments de perspective par rapport au territoire et à la taille de territoire, parce que forcément, nous, on a un regard, mais qui correspond aussi aux caractéristiques propres de notre territoire. Aujourd'hui, comme je vous l'évoquais, c'est un territoire qui pèse 52 000 habitants sur un bassin de 110 000, qui est en zone d'influence directe du Grand Paris, puisque pour le localiser, on est à 3/4 d'heure au nord-est de Roissy. Donc, on est vraiment dans cette zone d'influence. Et c'est un territoire qui, comme beaucoup d'autres en France, a connu une vague de désindustrialisation forte dans les années 80 et qui, néanmoins, souhaite faire de l'industrie un peu son cheval de bataille, et la réindustrialisation un vrai sujet clé, mais qui doit travailler avec le fait que le tissu est assez hétérogène, pas de filière majeure existante, pour autant territoire d'industrie, donc à l'échelle du bassin soissonnais-valois. Voilà, ce sont des éléments qui permettent de poser le sujet dans la façon dont nous, on appréhende aussi ces résultats. On a contribué à l'étude, on a participé, on s'y retrouve globalement dans pas mal de sujets et je me permettrai de faire justement quelques points d'écart pour vous illustrer comment nous, on voit aussi ce sujet-là sur le volet de l'attractivité globale. On est sur des ratios en termes de volume de projet qui sont assez similaires par rapport à la courbe qui était présentée par Guillaume, parce que d'abord, c'est un travail de fond qui est mené depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'une démarche d'attractivité d'un point de vue économique, c'est pas quelque chose qu'on décrète une année et où on espère avoir des résultats dès le lendemain. Donc, comme je vous le disais, moi, ça fait 10 ans que je suis sur le territoire et avec un vécu dans le développement économique, et on a posé, structuré les choses où on partait de loin et on voit aujourd'hui les fruits d'un travail qui se fait sur la durée. Et ça, c'est un élément extrêmement important à témoigner pour les autres territoires. Donc, et notamment pour donner de la visibilité sur ce sujet aux élus. C'est pas une logique d'effet de mode, c'est véritablement un travail de fond. Et ce qui nous permet aujourd'hui aussi d'avoir un équilibre entre exogène et endogène dans notre volume de projets qu'on traite par an, et où on voit des variations d'une année sur l'autre entre le volume de création d'endogène, d'exogène, et aussi l'impact sur l'emploi. Donc, on met beaucoup plus de temps à travailler un projet exogène. Par contre, le retour sur investissement en termes d'emploi, par exemple, sur cet indicateur, va être peut-être parfois un peu plus favorable. Donc, il faut regarder ces cycles, ces tendances. C'est extrêmement intéressant d'avoir ces études aussi pour se mettre en perspective et notamment redonner de l'information aux élus par rapport à ça, parce qu'ils décident, ils mettent des moyens, mais ils ont besoin aussi qu'on leur renvoie, on va dire, ce qui s'opère avec des indicateurs sur le territoire, mais aussi à l'échelle nationale. Il y a un élément sur lequel je veux rebondir immédiatement par rapport à ça et qui était spécifié dans l'étude, c'est justement la complémentarité entre l'endogène et l'exogène, qui pour moi aujourd'hui est voire un facteur majeur d'attractivité économique, puisque l'un fonctionne avec l'autre. On voit bien aussi dans ces logiques RSE qui sont abordées par les entreprises, c'est l'implication de nouveaux entrants dans un tissu économique, et donc de trouver des interlocuteurs, des fournisseurs, des entreprises, des clients. Et puis pour les entreprises locales, de trouver un moyen aussi de s'épanouir ou de se développer et d'oxygéner le tissu. Donc on a bien cette interaction qu'on constate sur notre territoire, et on fait en sorte
qu'on travaille cette logique de complémentarité pour vitaliser le tissu économique, ce qui est extrêmement important, et travailler ensuite, et on pourra y revenir, sur des logiques de complémentarité et de circularité au niveau local entre opérateurs, et de pouvoir développer concrètement ces logiques RSE, que ce soit du point de vue, comme j'évoquais, business to business, que ce soit du point de vue gestion des déchets, ressources énergétiques pour l'autre, que ce soit du point de vue complémentarité des besoins RH, on l'a évoqué, le volet RH est un point important, un point faible, on va dire, mais qu'on retrouve partout en France. Et comment on le traite au niveau local, bah, ça peut partir simplement du fait de mutualiser les besoins pour mettre en place des outils de formation qui sont plus adaptés et qui répondent plus immédiatement aux besoins. Et c'est là où la complémentarité endogène-exogène fonctionne parfaitement. Donc l'idée, c'est bien sur cette complémentarité endo-exo de créer, on va dire, un cercle vertueux. Et pour nous, parce que je pense qu'on n'est pas non plus les seuls dans ce cas-là, un peu forcer le tissu local à sortir du bois. Hein, le vivons heureux, vivons cachés était très présent, ou il est toujours encore. On n'est pas sur un tissu économique où on a on va dire, une habitude de travailler ensemble avec des réseaux d'entreprises qui sont très actifs. Alors ça, pour ça, il y a des territoires qui sont bien plus en avance que nous. Et donc, l'idée d'oxygéner par l'apport de nouveaux entrants, c'est aussi pour dynamiser cette logique de tissu économique et de faire en sorte que, voilà, on oblige un petit peu quelque part les acteurs locaux à sortir du bois et à se mettre en avant et à repenser, on va dire, leur position. Et dans le volet RH, c'est très clairement le cas sur des logiques de marque employeur, de dire comment je me rends attractif, sexy, en pensant que le modèle a bien changé, que les personnes en face qu'on va recruter n'ont pas du tout les mêmes attentes. Donc voilà, essayer de se challenger par rapport à ça. Sur les freins… Florent, juste, je relance une question avant de te laisser poursuivre. Tu parlais de la question de la RSO et tu donnais quelques exemples sur, par exemple, le traitement des déchets, le réemploi, enfin, ce genre de sujet. Est-ce qu'il y a, Guillaume évoquait tout à l'heure qu'il y a un peu plus de 20% des porteurs de projets ou des entreprises qui sont en capacité de formaliser ou de justifier leur démarche RSO. Est-ce que sur le Grand Soissons, il y a, tu as une idée de la part des entreprises qui sont engagées de manière un peu formelle dans une démarche? Est-ce que ça apparaît? Est-ce que c'est visible? Est-ce que le Grand Soissons met en place également un soutien à la labellisation RSO? Et comment on arrive à le matérialiser finalement? C'est une des questions d'ailleurs qui avait été posée par un participant en amont du webinaire. Est-ce que ça se matérialise, et si oui, comment? Par des labels ou par des démarches de certification? Ça se matérialise pas, pour être très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la taille de territoire dans lequel on n'est pas sur une taille critique qui permettrait de structurer formellement les choses. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est-à-dire que dans un premier temps, on s'appuie sur des partenaires qui ont cette démarche-là. Ça peut être le cas de la CCI du département, qui peut être où on va relayer, on va dire, ces démarches et encourager les entreprises à aller dans ces logiques de charte ou de travail de réseau. Ça peut être le cas. On va être aussi dans une logique d'accompagnement plutôt individuel des entreprises à aller vers. C'est-à-dire qu'on n'a pas institué un cadre formel de ce qu'on veut mettre dans cette logique RSE, RSO sur le territoire. Pour autant, toute entreprise qui a un projet, qui fait émerger un projet, qui soit endogène ou exogène, on va pousser l'entreprise à étudier sa connexion avec le tissu déjà dans un premier temps. Des nouveaux entrants, ça va être dans l'idée à un moment donné d'aller chercher de la consommation de fournisseurs au niveau local et donc d'inciter, parce qu'on ne peut faire qu'inciter réellement à s'impliquer dans tout le travail de réseau du tissu à l'échelle B2B pour se faire connaître, se montrer, être dans une logique acheteur. Donc ça, c'est plutôt de mettre en place de l'événementiel qui permet aux acteurs de se positionner en tant que tel et de faciliter, de fluidifier, on va dire, cette logique-là. Ensuite, on peut se positionner en tant que collectivité dans une logique aménageur. Et notamment sur les zones d'activité qu'on développe, qu'on porte, c'est comment faire en sorte que des acteurs existants et des acteurs arrivant sur zone d'activité puissent être amenés à travailler ensemble pour, comme je l'évoquais, notamment la gestion des déchets qui peuvent devenir une ressource. Si on pose une logique, par exemple, peut-être de méthanisation intermédiaire qui peut amener à produire de l'électricité sur la zone qui est redonnée, on va dire, dans un cercle vertueux aux opérateurs locaux. Voilà, on va être plutôt dans cette logique de facilitation, mais
on n'a pas la taille critique pour avoir posé des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas comment opèrent les autres territoires aussi, c'est-à-dire en logique de benchmark et notamment dans le cadre du réseau national de l'économie territoriale, c'est de regarder comment ça se passe ailleurs. Il y a tout un tas de sujets qui sont déjà existants et nous-mêmes, c'est de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Voilà, donc on est plutôt soit dans une logique de faciliter les réseaux existants, fluidifier individuellement et puis en tant qu'aménageur d'essayer d'amener notre touche par rapport à ça, mais sans avoir ancré aujourd'hui une charte de bon fonctionnement des acteurs qui opèrent sur le territoire. Je ne sais pas si j'ai pas forcément répondu à la question si certains attendaient des démarches techniques, mais en tout cas, moi je peux vous inciter à aller regarder ce qui se fait sur d'autres territoires parce que ça existe déjà. Il suffit juste de se pencher et généralement on trouve la matière assez facilement. Didier, si tu me permets, je voulais juste compléter sur les freins parce que c'est un élément important. Alors, on rejoint les freins fonciers, les RH, on l'a évoqué tout à l'heure. Sur les freins fonciers, je pense que tous les territoires sont contraints, comme le nôtre dans la logique de ZAN, à revoir leur optique de développement et d'aménagement du territoire. Donc, pour nous, c'est très simple, c'est les friches. Donc là-dessus, on est très clair, quelles qu'elles soient, et de toute nature qu'elles soient. Donc, on avait déjà un historique et on continue d'agréger un certain nombre d'outils comme les établissements publics fonciers pour travailler ces sujets-là et ressortir dans un temps trop long pour les entreprises, mais néanmoins ressortir des produits. Deuxième point, c'est densification des zones. Parce qu'on oublie l'idée d'extension aujourd'hui, hein, clairement, c'est trop contraignant. Mais la densification, la gestion des dents creuses sur les zones, on a tout ça. Et c'est aussi de s'inspirer des uns des autres. D'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux le témoignage, une forme de livre blanc par Chambéry-Grand-Lac sur le sujet. Enfin voilà, donc là aussi, il y a de la matière et de l'expérimentation qui s'opère à droite à gauche. Donc, c'est regarder ce sujet-là. Mais les friches, elles sont une ressource clé aujourd'hui pour nous, territoires. Et les transformer le plus en logique clé en main. Mais voilà, on sait qu'on est sur des temps longs et il faut trouver des opérateurs intermédiaires. Sur l'emploi, on lie ça à l'attractivité résidentielle. C'est-à-dire que, oui, on a des problématiques de recrutement comme partout. On a un bassin d'emploi et encore avec un taux de chômage important. Et pour autant, on n'arrive pas à trouver systématiquement la réponse adéquate. Donc, le travail de partenaire sur le territoire, il est extrêmement important pour identifier au maximum les volumes d'embauche possibles, les formations possibles. Donc ça fonctionne bien, mais ça ne suffit pas. Mais l'attractivité résidentielle et offrir un cadre de vie pour des futurs salariés d'une entreprise, ça, c'est l'élément clé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut jouer. Et il faut jouer aussi sur un temps long, voire même plus long que l'attractivité économique. Donc, je sais qu'on pourra en parler tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un élément déterminant pour nous et qui fait partie intégrante de cette stratégie d'attractivité où on va jouer l'économie, le résidentiel, le touristique dans une logique d'ensemble. Et puis, un dernier frein qui pour moi, voilà, on voit qu'il est là, mais le mot a été mis, c'est l'acceptabilité et notamment des projets industriels. Donc, on est pleinement concerné par un projet industriel qui est le projet Rockwool, qui a mis 6 ans avant de pouvoir commencer à émerger, lancer les travaux et tous les recours ne sont pas purgés. Et ça suppose 2 choses. La façon dont les élus doivent revoir leur grille de lecture et d'analyse des projets, ça c'est évoqué par Guillaume, c'est-à-dire quels critères on prend en compte et on analyse, mais comment les élus vont transformer ça et avec les entreprises dans une logique de communication à la population. Parce que l'acceptabilité, c'est pas que les élus, c'est d'abord aussi la population qui, parce que la communication a été mal faite, pas assez faite, et puis qui de toute façon est polluée par tout un tas d'informations vraies ou fausses et largement relayées par les réseaux sociaux, fait qu'on se fait une mauvaise image et qu'on va refuser un projet, alors que fondamentalement, si on le regarde techniquement, il a sa place. Donc, dans la grille de lecture et l'analyse des projets, nous, on joue clairement sur la valeur ajoutée de l'industrie, ce qu'elle ramène sur le territoire, et ça, c'est extrêmement important. C'est un travail de longue haleine parce qu'on a tellement désindustrialisé qu'aujourd'hui, pour réindustrialiser, ce serait aussi sur un temps long. On voit l'impact néanmoins, c'est-à-dire que nous, en 3 ans, le bassin, il a pris plus de 10 points de valeur ajoutée sur l'industrie avec un volume d'entreprises et d'effectifs qui n'a pas bougé. Et on sait que l'industrie va réinjecter sur le territoire, mais ça, tout le monde l'a oublié. Donc, il faut le réexpliquer. Et le deuxième point, c'est qu'on voit bien que dans l'approche sociale, sociétale, environnementale des projets, qui sont endogènes, exogènes, comme l'a dit Guillaume, on doit revoir notre grille d'analyse. Et je trouve qu'il y a un secteur d'activité qui a déjà anticipé ça, c'est l'innovation sociale et l'économie sociale et solidaire, parce qu'ils intègrent déjà dans les retombées directes, indirectes, induites des projets, cette grille de lecture où on n'est plus que sur le levier emploi-investissement.
on est sur le marchand, non marchand, on est sur toute l'implication sociale, sociétale, d'insertion. Voilà. Et un des sujets que j'ai pas évoqué tout à l'heure, par exemple, sur le côté RSO sur le territoire, nous, on joue beaucoup sur le levier des clauses d'insertion, public et privé. Quand une entreprise va s'installer, voilà, c'est d'amener cette obligation, oui, mais d'avoir un rôle dans l'insertion des publics sur le territoire. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est encore quelque chose sur lequel on doit travailler, cette grille d'analyse, parce qu'elle va permettre aux élus aussi d'expliquer, de faire des choix. Le foncier, ça va permettre de faire des choix, de prendre des risques, mais il va falloir néanmoins expliquer à la population pourquoi on fait ces choix, qu'est-ce que ça va amener, et aussi obliger quelque part d'une certaine façon ou inciter, on va dire plutôt ça comme ça, les entreprises endogènes ou exogènes à travailler leur communication vertueuse par rapport à ça. On n'est pas sur du greenwashing, on est vraiment sur la réalité de ce qu'un produit et une entreprise génèrent sur un territoire. Et ça, c'est de l'économie et ça s'apprend, ça s'explique et c'est un enjeu colossal si on veut faire en sorte qu'on ait encore de l'industrie demain sur le territoire, du tertiaire, de la logistique, des data centers, voilà, tous ces sujets-là. Hein, aujourd'hui, on est confronté à devoir expliquer les enjeux pour l'ensemble des secteurs d'activité. Merci beaucoup Florent pour cette illustration. Effectivement, on voit que tu te retrouves globalement quand même dans les résultats du baromètre, que ce soit sur la question industrielle, que ce soit sur la connexion entre les politiques économiques, les politiques de l'emploi, les questions d'attractivité des populations, que ce soit sur les enjeux RSE, RSO. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet effectivement de corroborer. Je vous propose d'évoquer quelques questions des participants. La première, à mon avis, concerne plutôt Guillaume, une question de Louis, qui est surpris en fait que dans les critères qui apparaissent, que ce soit dans les constats, que ce soit dans les freins, dans les projets stratégiques, on ne parle pas du secteur médical. Alors j'imagine plutôt sous forme de services de soins ou d'accès à la santé pour les populations. En tout cas, ça n'apparaît pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des éléments qui finalement, dans le baromètre, n'étaient pas trop évoqués, ou est-ce que simplement, ça fait partie des éléments de détail qui n'ont pas été présentés, mais qui sont bien présentes dans les éléments du baromètre, Guillaume? Les questions liées autour des activités médicales, du secteur médical, de l'accès à la santé pour les populations. Est-ce que c'est un élément d'attractivité? Est-ce que ça reste un élément important ou pas pour les territoires? Alors, alors déjà, pour répondre à la première partie de la question, en fait, nous, on va mesurer deux choses dans nos données. C'est-à-dire qu'on a une grande famille, on va dire, qui vont être les professions libérales. Voilà, où là, on peut détecter des projets, donc type médecin et autres activités un peu paramédicales. Donc là, on va en détecter, ils vont s'implanter dans les territoires, mais là, on est plus dans la logique que j'évoquais tout à l'heure quand je décrivais les grandes familles, des services de proximité. Nous, on intègre dans cette famille-là, dans notre jeu de données, et donc là-dessus, on va en détecter. Et après, dans le médical, on parle de santé. Quand on parle de projets industriels, par exemple, il y a tous les projets qui vont être liés à l'économie de la santé. Donc, ça va des dispositifs médicaux en passant par les principes actifs et les médicaments. Donc, c'est traité. Ça reste un facteur d'attractivité qui existe et qui est nécessaire parce que dans les données, ce qu'on voit, c'est que les territoires considèrent à 60% que le cadre de vie offert à la population est un enjeu majeur, en tout cas en termes d'attractivité. Et dans ce cadre de vie au sens large, le volet service de santé, en tout cas en proximité, est clairement identifié, en tout cas sur ce point. Florent, peut-être un mot là-dessus, sur ton territoire, sur les questions de santé, d'accès à la santé. Ouais, alors pour l'avoir vécu, parce que ça commence à faire un petit moment que je fais du développement économique, il faut se rappeler que quand Toyota s'était implanté à Valenciennes, les Japonais s'étaient fait hospitaliser pour voir quelle était la qualité des soins à Valenciennes, donc ça commence à dater. Mais je l'ai vécu ailleurs sur un autre territoire aussi. C'est-à-dire que c'est bien des critères, ça peut être des critères d'analyse très poussés d'un territoire, mais aujourd'hui, clairement, comme évoquait Guillaume, la santé, c'est un facteur d'attractivité clé sur lequel il faut travailler et très complexe, très long à travailler. Et je rebondis sur une question qui avait été posée en amont par une personne sur la méthodologie
de la stratégie d'attractivité sur des territoires. Typiquement chez nous, dans la stratégie d'attractivité qu'on développe depuis 2020 et sur le résidentiel, la santé, c'est un groupe de travail très spécifique qui a été travaillé. Pas, on va dire, notre entité attractivité d'Eveco, mais c'est bien pour montrer que c'est un sujet clé sur lequel il faut pouvoir apporter des réponses. Et on peut faire le lien aussi de toute façon après avec soit l'implantation de professions libérales, et on voit bien qu'aujourd'hui c'est un sujet qu'il faut travailler nécessairement, soit dans l'idée de la formation avec le tissu d'enseignement supérieur pour créer des conditions à la fois pour faire rester les jeunes sur le territoire et aussi pour créer des conditions d'accueil pour que de futurs médecins se disent tiens, je vais venir m'installer ici parce que j'y trouve des solutions. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a l'artillerie lourde existante sur tous les territoires pour accueillir des médecins. C'est vraiment un sujet clé. Ok, merci. Dans d'autres questions qui ont été abordées également par les participants, revient finalement les outils pour les démarches d'activité, et notamment la question des clubs ambassadeurs qui font la promotion du territoire. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est fréquent? Peut-être Guillaume, tu peux répondre à cette question. Et quels seraient les thèmes que pourrait porter le club d'ambassadeurs du territoire? Est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus? Alors oui, enfin, il y en a plein. C'est toujours pareil, c'est que quand on lance une démarche de ce type-là, il faut quand même être à peu près sûr que les personnes qui s'engagent dans l'aventure sont là pour le long terme et sont prêtes à y investir du temps. Et moi-même, étant chef d'entreprise, c'est sûr que c'est un à côté qui a son intérêt, mais qui prend du temps. Donc, faut bien se prémunir enfin, en tout cas, s'assurer que les personnes qui vont s'engager dans la démarche sont là pour le faire à long terme. L'exemple parfait, mais il est cité depuis très longtemps et qui a très bien fonctionné, c'est ce qui s'était fait sur le territoire de Reims, où cette démarche a quand même c'est un exemple. Ça a fonctionné, ça a mis le territoire sur la carte, ça a montré que Reims était pas si loin de Paris et ça a permis d'attirer des grands groupes. Et là où nous, on trouve que c'est pertinent, mais c'est aussi ce qu'on fait quand on va organiser des événements pour mettre en avant un territoire et qui est le pitcher devant des investisseurs. Il n'y a jamais rien de mieux que de faire intervenir un pair pour convaincre une entreprise que le territoire est pertinent ou en tout cas offre ce qu'il faut pour voilà, la prospérité, en tout cas la croissance de l'entreprise, en tout cas son bon fonctionnement dans le territoire. Donc, c'est une démarche qui peut fonctionner. Il n'y a pas besoin d'avoir 150 ambassadeurs sur un territoire. Je pense qu'il faut aussi là-dessus être assez sélectif pour justement s'assurer que les gens qui s'engagent à vos côtés sont des gens qui vont le faire sur le long terme. Et c'est soit déjà c'est par un volet de communication, mais c'est aussi un moyen d'avoir le lien avec les entreprises de son territoire. Moi, c'est là aussi où je vois un intérêt très fort. C'est qu'on l'a fait sur des territoires où finalement on leur a dit, mais en fait, c'est quoi les 20 ou 30 plus grosses entreprises de votre territoire? On les a identifiées, on les a embarquées et parfois, à terme, ça va peut-être pas plus loin qu'un groupe WhatsApp ou qu'un groupe privé sur LinkedIn pour être très pratico-pratique. Mais en fait, ça fonctionne parce que à la fin, ils ont le contact direct soit avec le vice-président ou la vice-présidente de l'agglomération en question et surtout avec le service de l'éco qui, là, peut les accompagner aussi sur des thématiques bien précises. Et c'est à ce moment-là, ils deviennent vraiment des ambassadeurs parce qu'ils prennent conscience de ce que peut leur apporter leur service de développement économique et plus largement leur intercommunalité. Ok, merci. Florent, une question qui peut te concerner en tout cas. Est-ce qu'il y a un club d'ambassadeurs, oui, à Soissons? Oui. Parce que effectivement là on le regardait d'un point de vue économique, mais quand on a développé notre stratégie d'attractivité post-Covid, on est parti du principe qu'il fallait nécessairement que ce soit ascendant et pas descendant, c'est-à-dire déconnecter ou décorréler ça d'une stratégie de marque ou autre, non, vraiment d'avoir une démarche partant du terrain, des acteurs de terrain, pour avoir un récit et un discours et des valeurs partagées. Extrêmement important parce que une logique d'ambassadeur, si vous ne parlez pas la même langue, quel que soit
le sujet, c'est-à-dire d'une animation ou autre, l'ambassadeur, c'est un prescripteur. Donc, si vous ne partagez pas le même discours, ça ne fonctionnera pas. Donc, avant d'avoir attaqué ce sujet de cercle d'ambassadeurs ou de démarche d'ambassadeurs, on est parti d'abord de cette démarche bottom-up en travaillant sur des groupes de travail thématiques, on évoquait la santé ou autre, pour fédérer un groupe d'une centaine de personnes sur notre territoire et petit à petit de le faire grossir. Et aujourd'hui, enfin depuis un an, on commence à faire on va dire des sessions, des manifestations dédiées à ces groupes par thématique. Ça peut être la découverte du golfe urbain, une montée à la tour avec 60 lumières de nuit, une coupe de champagne, enfin, ce genre de choses, pour les faire adhérer à ce discours commun et faire en sorte que demain, ce soit eux qui véhiculent ce message. Donc et là, en l'occurrence, on est sur du tissu économique, mais pas que, on a toute la société civile, on va chercher les acteurs associatifs, la culture. Les élus, on considère qu'ils sont déjà dans ce rôle d'ambassadeur, mais voilà, on va toucher toute la population qui, dès lors qu'il y a une fonction, un rôle un peu de relais et de prescription, doit être, entre guillemets, biberonné pour partager ce rôle commun. Et ensuite, quand on est dans une logique de faire vivre ces groupes de travail sur l'attractivité, alors on continue d'activer ce groupe de personnes en fonction d'eux et de faire vivre la démarche en la grossissant. Mais voilà, l'idée, c'est pas d'avoir 500 personnes, mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur un pool de 100 personnes et c'est très bien ainsi. C'est déjà pas mal pour le territoire de Soissons. Une dernière question que je prends et que je vous soumets, notamment Florent, sur la question budgétaire, parce que c'est une des questions qui est posée sur les contraintes budgétaires qui sont, comme son nom l'indique, contraignantes au regard des enjeux d'aujourd'hui. Tu évoquais notamment le fait que vous mettez l'accent, par exemple, sur le plan immobilier foncier, sur les friches. Qu'il y a ensuite effectivement des contraintes particulières de réemploi, etc. Donc tout ça, on le sait, coûte plus cher. Comment est-ce qu'on arrive à concilier une démarche d'attractivité efficace avec des ambitions de toute nature en termes budgétaires? Comment on y arrive? Alors, sur ce sujet, et notamment sur le cas des friches, aujourd'hui, on a un outil qui sert à ça, qui est l'établissement public foncier. Donc, la capacité à prendre en charge un volume de friches et une charge financière de friches sur un temps long, ou on va dire moyen terme, long terme, ce sont des outils qui sont faits pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on mobilise clairement l'établissement public foncier local pour aller acquérir telle ou telle friche, le garder en stock, le temps de travailler le projet de réaménagement, et de faire en sorte que sur une échelle de 5 ans, on puisse se dire, OK, on va avoir un produit en sortie qu'on commercialisera vers telle et telle cible et à telle et telle condition, puisqu'on aura élaboré le bilan économique. Donc aujourd'hui, la charge financière immédiate, par exemple, de la gestion des friches, elle est pour nous, pour notre collectivité, elle est encore mineure. Mais il faut être dans une logique de temps long et donc d'accepter aussi que les collectivités raisonnent sur ce temps long. On ne peut pas raisonner friche sur un temps court et pour autant, on arrive à sortir des produits aujourd'hui qui sont économiquement viables puisque il y a un principe de minoration foncière qui fait que les coûts de dépollution et de proto-aménagement sont pris en charge parce que c'est sa fonction par l'établissement public foncier. Il gère la charge de l'achat de la friche, il gère la charge de la dépollution et il gère la charge du proto-aménagement. À partir de là, on commence à avoir un produit en sortie où on peut aller chercher des opérateurs privés pour remettre sur le marché. Donc, on sait que la collectivité, finalement, elle a une charge financière, mais elle est déportée quelque part. Donc, ce sont des outils qui sont clairement faits pour ça. Et on voit bien autour de nous qu'il y a tout un tas de territoires qui n'ont pas encore pris la main sur ce type d'outils et on les encourage vivement à le faire parce que c'est la solution. Si on attend que ce soit la collectivité qui porte, là, pour le coup, ça va être très, très, très compliqué, quoi. Donc, il faut s'appuyer sur ces outils. Ok, merci. En transition avec les enjeux et les perspectives, il nous reste 10 minutes avant la fin du webinaire. Je vous partage le nuage de mots que vous avez bien voulu compléter. Merci à vous, à l'ensemble des participants. Voilà, j'ouvre un petit peu plus mon écran. Voilà, il y a une vingtaine de... Ça bouge. Certains, effectivement, contribuent au dernier moment. Bon, on voit quelques mots-clés qui apparaissent qui ne sont pas surprenants, hein, comme la question du dynamisme, de l'opportunité, voilà, des enjeux stratégiques hein, liés aux questions d'attractivité territoriale. Voilà, puis après, on a d'autres éléments qui corroborent aussi des éléments du baromètre sur
les objectifs du développement durable, sur la RSE, voilà, tous ces éléments-là reviennent. Et puis, on a évidemment ce qui aussi compose les éléments d'attractivité sur des questions importantes liées à la démographie, l'attraction. Il y a quelques métaphores culinaires. Quelqu'un a mis le mot gâteau. Voilà, ça nous fait penser qu'il est bientôt midi 50, et donc bientôt l'heure du repas. Mais juste avant, je vous propose que l'on parle un peu de l'avenir et peut-être dresser quelques perspectives voilà, autour de notamment cette question clé, puisque c'était le titre de notre webinaire, sur la conciliation, en tout cas la cohérence entre développement équilibré et enjeux de transition, notamment écologique, énergétique. Donc peut-être une prise de recul dans un premier temps de Guillaume en 5 minutes, et puis peut-être un mot de la fin de Florence, si ça vous va tous les deux. Allez, je vais essayer. Et puis, Florence dit beaucoup de choses aussi, donc je vais passer très vite sur certains éléments. Mais l'idée de l'enquête, c'était aussi de voir un peu les challenges que les territoires ils avaient à relever dans les prochaines années, et surtout la question de et du coup on fait quoi? Parce que c'est toujours un peu la problématique qu'on a, c'est qu'on fait des constats, mais on ne sait pas comment intervenir. Donc, le premier, c'est que oui, ok, priorité aux entreprises à impact, aux entreprises industrielles, aux enjeux de souveraineté. D'ailleurs, pour revenir sur la question du médical, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup quand même sur ces dernières années. Donc aujourd'hui, ce que les territoires souhaitent, c'est de cibler, d'être sélectif. Et pour ça, il y a des mécanismes qui existent, c'est que avec certains territoires, on a créé des grilles d'analyse des projets, justement pour dire on analyse objectivement et de manière scientifique un projet pour ne pas non plus être soumis à des vents contraires de tel ou tel élu, parce que ça peut arriver dans certains territoires, qui veut dire non mais ce projet-là, on le fait absolument. Ou pour X ou Y raison, celui-là, on ne le fait pas du tout, alors qu'il n'y a pas de sens derrière ce ressenti. En tout cas, c'est basé que sur du ressenti. Donc ça, c'est la première chose, et c'est le point le plus important. Il faut quand même noter que dans les secteurs qui sont jugés moins stratégiques qu'avant, on a la logistique et le tertiaire compris énormément, enfin une grosse claque ces dernières années. Parce que c'est des projets qui me semblent plus attractifs, mais il convient quand même de rappeler que pour avoir une industrie forte sur le territoire à l'échelle nationale et qui soit bien équilibrée au niveau territorial, il faut une chaîne logistique qui soit très forte aussi. Donc en fait, c'est pas le en même temps, mais il faut vraiment jouer sur les deux tableaux, et il faut qu'on ait des territoires qui soient prêts aussi aujourd'hui à accueillir de la logistique. Et la logistique elle-même a changé. Enfin, on parlait d'acceptabilité tout à l'heure, que ce soit sur la logistique ou sur l'industrie. Il y a un vrai enjeu de pédagogie à l'échelle des territoires et au niveau national aussi, parce que un entrepôt logistique aujourd'hui, c'est plus 50 000 mètres carrés construits pour 10 personnes qui se battent en duel avec des transpalettes. C'est plus ça la logistique d'aujourd'hui. Donc, il faut aussi bien implanter ça dans la tête de tout le monde et faire de la pédagogie sur ces sujets-là. Deuxième point, c'est les activités endogènes. Alors, Florent en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir beaucoup dessus, juste donner un chiffre. Grande tendance, c'est dans les projets jugés stratégiques par les territoires, 70% des territoires qui ont répondu à l'enquête nous disent que les projets locaux sont très stratégiques. Voilà. Et à 47%, pour donner le ratio inférieur, 47% des territoires répondants considèrent les projets d'origine internationale comme très stratégiques. Donc on voit que la focale dans les territoires elle est quand même bien axée sur les projets d'origine locale. Quand on est au niveau de projets d'origine régionale ou nationale, là on est sur un ratio de 53% des territoires qui les considèrent comme très stratégiques. Donc c'est vraiment d'abord le local et répondre aux besoins d'accompagnement des activités endogènes. Sur les solutions immobilières, évidemment, il faut en recréer. Les friches, c'est ce que Florent a dit. Complètement d'accord, à ceci près qu'il n'y a pas des friches partout, et les territoires qui n'ont pas de friches peuvent être aussi parfois démunis, parce que c'est aussi, dans une grande partie des cas, ceux qui ont entamé, sans l'appeler comme ça par le passé, mais des démarches de sobriété foncière déjà très tôt, et donc ils n'ont pas des stocks d'artificialisation qui sont très larges. La densification des zones
est une très bonne clé d'entrée aussi. Ça fonctionne bien. On le fait par exemple en ce moment avec Bordeaux Métropole, pour rien vous cacher. Et c'est vraiment une démarche sur laquelle on arrive à trouver les fonciers ou les espaces dans lesquels on peut venir densifier. On est capable de construire en étage aussi dans l'industrie. On est capable de construire en étage dans la logistique. Alors, attention, c'est pas une formule magique qui s'applique partout en tout temps, parce que quand vous construisez en étage dans la logistique, vous devez faire des courts camions extérieurs en étage, donc en fait ça prend aussi de la surface foncière et le coût peut se voir impacté énormément à la hausse. Donc voilà, c'est pas une solution magique. De toute façon, sur ce sujet-là, il n'y a pas de solution magique, mais en tout cas, densification des zones, tout à fait possible. Densification des constructions neuves et constructions d'étage aussi, tout à fait possible. Et se prémunir aussi et avoir des arguments factuels en tant que territoire vis-à-vis de ces élus ou des arbitrages qui peuvent être faits, parce qu'aujourd'hui, le logement gagne la plupart des arbitrages dans les territoires. Et donc, faut vraiment avoir des arguments très forts pour expliquer à ces élus qu'on a besoin de foncier disponible. Il me reste 1 minute, donc je vais juste donner un dernier chiffre. Les entreprises aussi soulignent que le renforcement de l'attractivité du territoire est important, parce qu'elles-mêmes, elles ont des besoins de recrutement. Donc, les territoires, les entreprises se retrouvent là-dessus. Donc, ça rejoint surtout le dernier point, c'est que l'attractivité, elle se gère au sens large, et notamment avec l'attractivité résidentielle qu'expliquait Florent tout à l'heure. Mot de la fin pour Florent, c'est ça? Merci Guillaume. Oui, le mot de la fin. Est-ce que Florent, ta lecture de ces 5 défis et aussi leur ordre de présentation en termes de priorité correspond à la réalité de ton territoire, ou est-ce que tu présenterais les choses de manière un peu différente? Je mettrais pour nous le point 5 presque en point 1, c'est-à-dire que, comme je le disais, en fait, on a travaillé l'attractivité résidentielle parallèlement et très rapidement aussi, parce que c'est un temps très long, voire même plus long que pour l'attractivité économique. Des logements, des services, des équipements, on sait qu'à l'échelle d'un territoire, c'est extrêmement long à faire. Donc, et en même temps, on arrive à un moment où on est obligé de prendre un virage extrêmement violent, avec des contraintes d'aménagement, des contraintes environnementales qui nous poussent à réfléchir vite et très différemment. Et je prends un exemple pour revenir un peu sur le sujet du foncier, c'est comment on arrive à penser la gestion du foncier différemment de ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire, notamment aujourd'hui en gardant la maîtrise, c'est-à-dire qu'on regarde les logiques de baux amphithéotiques, arrêter de vendre le foncier, garder la maîtrise du foncier, parce que garder la maîtrise du foncier, c'est demain garder la main sur l'aménagement en tant que tel du foncier, que ce soit vocation économique, une transformation, la gestion de l'énergie, tous ces sujets-là. Donc en fait, et je pense qu'il faut qu'on s'oblige très très rapidement à changer notre façon de faire et de voir, et ça c'est compliqué. C'est compliqué pour les techniciens, c'est compliqué pour les élus, et sachant que d'un côté on dit on est une démarche d'attractivité, c'est sur un temps long, et sur un temps très 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 court, il faut changer de façon de voir, et donc c'est ça aujourd'hui là le challenge qu'on a en termes d'attractivité sur notre territoire, mais sur tous les territoires, je pense globalement. Et donc l'idée c'est de s'enrichir les uns des autres, parce qu'il y a déjà plein de choses qui existent par ailleurs. Merci, merci Florent pour ces précisions et contextualisations par rapport au Grand Soissons. Il me reste quelques secondes pour déjà remercier nos 2 intervenants. Merci infiniment Guillaume et Florent pour la pertinence de vos propos, votre capacité à faire l'exercice sur des temps très courts, et puis à avoir effectivement été très concret. Merci encore. Merci à nos partenaires Territorial Édition, Caroline, Patricia, Maëlle qui nous écoutent sans doute et qui ont œuvré à la mise en place de ce webinaire. Merci également au réseau Renet pour le soutien sur la préparation et l'animation de ce webinaire. Et je vous invite, chers participants, pour aller plus loin, d'une part, vous pouvez télécharger d'ores et déjà la totalité, l'intégralité du baromètre de l'attractivité territoriale, soit avec le code barre qui s'affiche sur la gauche, soit sur le lien web également indiqué. Voilà, j'invite aussi l'ensemble des développeurs, et notamment des développeurs économiques qui sont présents. Si vous ne connaissez pas le guide permanent du développeur économique, à vous renseigner. C'est un ouvrage très, très complet qui est mis à jour 3 fois par an avec des articles
de fond est très opérationnel. C'est un guide qui est vraiment tourné sur la mise en œuvre de projets. Et vous y retrouverez notamment, si je ne dis pas de bêtises, sur la mise à jour de mars, qui paraîtra fin mars, début avril, des articles qui ont été rédigés par Ancoris et Guillaume Guédy. Voilà, donc vous pourrez aller plus loin également sur ce sujet-là. Donc vous avez également le code barre et le lien avec le site territorial pour en savoir plus sur ce guide et si possible vous abonner, ce serait super. Et puis je vous invite aussi à prendre déjà dans vos agendas les prochaines dates des rencontres de l'économie territoriale qui auront lieu à Soissons. Voilà, donc Florent nous accueille. Vous pourrez mesurer la réalité de tout ce qui a été présenté à l'instant par Florent Thévenin. Donc, bienvenue à Soissons du 2 au 4 octobre. Vous pouvez, alors, on n'a pas encore lancé les invitations, mais mettez ça dans votre agenda. Et prochainement, il y aura un affichage sur le site des Rainettes pour pouvoir vous inscrire et participer à ces rencontres qui sont toujours passionnantes, que ce soit en termes d'apport d'expertise, que ce soit en termes de temps d'échange entre développeurs. Et puis, on passe des bons moments aussi, n'est-ce pas, Florent, de convivialité, c'est l'idée. Absolument. Merci à tout le monde. Et puis, écoutez, à très bientôt pour un prochain webinaire qui, normalement, devrait se tenir à l'automne. On vous tiendra informé, Territorial Rainette et moi-même, des prochaines échéances. Merci, à très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci. Bientôt. Merci. Au revoir.